Alors, docteur en droit public, chargé de cours à la faculté de droit et à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM en sigle, vous avez publié ce livre qui retrace le droit économique congolais des indépendances jusqu'à nos jours. Soyez donc le bienvenu sur ce plateau de Matin Bonheur. Merci beaucoup, Madame Gustave. Je tiens également à vous remercier, tout comme Dadji aussi là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous avoir parce que vous êtes un grand téléspectateur de Matin Bonheur. Vous regardez souvent l'émission. Un livre de 369 pages. Dadji, on va commencer par la liberté du commerce et des industries, principe d'égalité et l'intervention de l'État dans l'économie nationale. Effectivement, dans ce livre, le docteur Atipo a abordé cette question importante de la liberté du commerce et d'industrie, la liberté d'entreprendre, la libre concurrence, au fait, décret d'Allard, docteur. Et vous avez aussi dit que la liberté du commerce et d'industrie, c'est la possibilité légale de tout citoyen de fonder son entreprise. Alors, qu'est-ce que l'on peut entendre, selon vous, et d'ailleurs selon les textes congolais, sur la liberté du commerce et de l'industrie, mais aussi sur l'intervention de l'État dans l'économie? Merci beaucoup, Monsieur Dadji. Je tiens d'abord à dire que la liberté du commerce et de l'industrie avait été pour la première fois consacrée dans la Déclaration française des droits de l'homme de 1789, corroborée par les décrets d'Allard des 2 et 17 mars 1791. Au Congo, ici, nous avons par exemple, vous lisez l'article 47 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015. Il est clairement prescrit que tout citoyen a la liberté d'entreprendre le domaine de son choix. C'est pour dire que aussi l'économie d'un pays ne peut pas dépendre simplement de l'État. Il faudrait qu'on puisse accorder la liberté à chaque individu d'exercer toute activité économique de son choix, pourvu qu'il soit en harmonie avec les lois et règlements du pays. Maintenant, concernant le rôle de l'État dans le domaine économique, sur ce point, il faut remonter à l'histoire congolaise. Au lendemain de notre accession à l'indépendance, le 15 août 1960, le Congo, sous la houlette du président l'abbé Fulbert Yulou, pratiquait le système du libéralisme. Le libéralisme ici voudrait que l'État ne soit pas comme un acteur direct de l'économie, mais le rôle de l'État est beaucoup plus lié à l'encadrement des règles du marché, notamment en favorisant l'économie du marché, parce qu'au départ, l'État n'est pas un entrepreneur pour faire le commerce. Et cette politique, malheureusement, n'a été que de courte durée, parce qu'en 1963, avec l'arrivée au pouvoir du président Alphonse Massamba Deba, il fallait remettre en cause ce principe-là, parce qu'il faut aussi rappeler que la souveraineté d'un État n'est pas seulement politique, la souveraineté est aussi économique. À quoi bon un État qui se dit être souverain lorsque économiquement il dépend de l'extérieur? C'est là que lorsque le président Massamba Deba arrive au pouvoir 63, il a prôné ce qu'on appelle le socialisme bantou. Le socialisme bantou ici, non seulement voulait remettre en cause l'intervention des entreprises privées, surtout étrangères et françaises, dans le domaine économique, mais aussi, il fallait plus que l'État, qui a une mission de développement, puisse être lui-même considéré comme un entrepreneur pour résorber le chômage et autres. Alors, cet État qui a une mission de développement a des séquences. État-providence, État-gendarme et aujourd'hui, les entreprises publiques. On a depuis 2018 des réformes des entreprises publiques dans notre pays. On voit les cas de ECARIC et la Congolaise des eaux. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut entendre sur l'État-providence? Quelles sont les différences entre État-providence, État-gendarme? Et aussi, quel est l'intérêt de la réforme que nous avons connue en 2018 qui a transformé le paysage de ces entreprises. On entend toujours un certain nombre d'expressions qui nous embrouillent un peu sur parapublic, entreprise publique, etc. Où est en réalité la vérité? Merci beaucoup. Déjà, je vous l'ai dit, l'État-providence ici, c'est comme un État social. C'est un État qui a pour mission d'exercer directement les activités de production, de distribution et de services. Donc, ça veut dire que l'État-providence, si on peut le dire, c'est un État commerçant. L'État commerçant ou entrepreneur au Congo, on peut remonter de 63 avec l'arrivée du président Massamba Deba, comme je l'ai dit, poursuivi par le président Marien Ngouabi qui avait prôné directement le marxisme-léniniste et poursuivi par ses dauphins, notamment le président Yombi Opango et Denis Sassou Nguesso. Finalement, lorsqu'on arrive les années 89, il y a une crise pétrolière.
cette crise pétrolière-là a fait que, en réalité, ces entreprises étaient conçues comme les pourvoyeurs de développement. Malheureusement, ces entreprises n'ont presque pas atteint le seuil de rentabilité et toutes ces entreprises, à quelques exceptions près, étaient presque en faillite. Et qu'est-ce que le FMI, la Banque mondiale, demande à l'État? De les privatiser. C'est là que l'État congolais a abandonné le système d'État-providence pour revenir à l'État gendarme. Donc, l'État gendarme ici, c'est un État qui s'oppose à l'État-providence. Dans l'État gendarme, ici, ou régulateur, l'État, en réalité, n'est pas un agent économique. Le rôle de l'État reste limitatif d'encadrer les règles du marché. Quand vous avez posé la question par rapport aux réformes des entreprises publiques, oui, il est vrai parce que le portefeuille public également est constitué des entreprises publiques. Déjà, par entreprise publique, il y a 3 critères de définition. Premièrement, il faut d'abord qu'il y ait la présence de l'État. L'État soit actionnaire majoritaire au sein de l'entreprise. Donc, si l'État dépasse le seuil de 50%, l'entreprise est publique. Même si l'État est actionnaire, dès lors que le pourcentage qu'il détient au sein de l'entreprise est en dessous de 50%, l'entreprise ne sera jamais publique. Mais à 10%, l'État a quand même une décision. À 10%, il a une décision, certes, mais cette décision ne peut pas influencer les autres actionnaires qui occupent 90%. Vous verrez que, malgré les privatisations de l'ECAREC et autres, on ne parle pas de privatisation parce qu'il y a certains actionnaires privés qui sont au sein de ces entreprises-là, mais malheureusement, on constate que l'État, pour les raisons d'intérêt social, ne peut pas tout privatiser. Quel est le rôle de l'État lorsque les Congolais n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'électricité? C'est là que malgré ces réformes-là, au sein de l'ECAREC, de la Congolaise des eaux, l'État reste toujours actionnaire majoritaire pour décider sur la politique des prix, pour rendre un peu accessible, parce que l'État, comme je l'ai dit au départ, n'est pas un commerçant. L'État, c'est un commis du social. En tant que commis du social, son rôle, c'est de faire à ce que tous les Congolais puissent avoir accès à l'eau et à l'électricité avec des prix abordables. Mais imaginez un peu, Madame Gustel, un pays comme le Gabon, où l'électricité tout était privatisé, et c'est une société française qui généralement est actionnaire majoritaire. Vous remarquerez que les prix, non seulement ce n'est pas les prix forfaitaires que dans certains quartiers on paye ici, c'est au-delà de 50 000, 60 000 francs que nous payons ici. C'est pour dire que c'est ça également la mission de l'État, de rendre ces services-là accessibles à tout le monde. Effectivement. Voilà, effectivement, le livre explore aussi la question de la privatisation et des règles de la concurrence. Et j'ai envie de vous poser une autre question à ce jour. Qu'est-ce qui est mieux pour le bien-être, pour le commun de mortels en fait? Est-ce que toutes les entreprises devraient être privatisées ou l'État devrait garder la main dessus? Merci beaucoup, madame. Vous savez, les entreprises publiques ou le portefeuille public congolais a toujours fait le bonheur. Et vous vous souvenez certainement de ATC qu'on appelait Ndjeta Mbongo. Ça veut dire que la politique de privatisation des entreprises, comme je l'ai dit au départ, n'est pas une exclusivité de l'État congolais. Cette politique-là avait été recommandée par le FMI et la Banque mondiale. Pourquoi? Parce que l'État, en créant ces entreprises-là, avait une idée en tête de pourvoir au développement. Donc, ces entreprises étaient conçues comme les leviers de développement économique. Mais de 1963 jusqu'aux années 90, on constate que ces entreprises-là étaient la cause du surendettement de l'État parce qu'il y avait des problèmes de gaspillage, pas de règles de transparence et autres. Et parfois, une entreprise qui devait employer 10 personnes, employer 100 personnes, au nom de la solidarité sociale, il fallait créer de l'emploi pour tout le monde. Mais la conséquence, c'est que toutes ces entreprises ont presque tombé en faillite. L'État, au lieu que ces entreprises-là apportent un peu de la richesse à l'État, elles attendaient au contraire tout de l'État. C'est là que l'État était devant encore le principal pourvoyeur de ces entreprises-là. Et quelle était la conséquence? L'État cherchait toujours à les financer. Quand l'État, je prends un exemple très simple. Madame, vous êtes aujourd'hui fonctionnaire, journaliste, vous achetez un taxi qui doit vous apporter quelque chose chaque fin du mois. Mais le constat, c'est que ce taxi-là ne vous apporte. Chaque fois, vous prenez encore 100 000 francs dans votre salaire pour aller le réparer. Dans le cas d'espèce, si on vous demandait que faut-il faire de ce taxi-là? Je le revends. C'est le revendre. C'est la même chose que le FMI et la Banque mondiale ont demandé à l'État. Mais pourquoi commencer et continuer à gérer quelque chose qui ne vous rapporte rien? Mais là encore, il faut être très prudent parce que tous les secteurs ne sont pas à privatiser. Aujourd'hui, si on privatise à 100% l'électricité, je pense que ce serait très grave pour les citoyens. Et ça aussi, c'est une question qu'on est revenu sur les problèmes des règles de concurrence. Ah oui? Le problème important de la règle de concurrence, c'est les positions dominantes, les aides, les ententes, etc. Tout à fait. Bon, aujourd'hui, la conscience collective, si vous devez interroger les Congolais, vous diront, avant les entreprises publiques, c'était mieux.
Mais vous, dans le livre, vous avez dit que les souvent. entreprises publiques, il y a eu les trafics d'influence, les tribalismes, la gabegie financière, enfin, tous les mots et la corruption qui ont totalement gâché le mode de fonctionnement de ces entreprises publiques-là. Mais aujourd'hui, les règles de concurrence qu'on doit aujourd'hui appliquer, à quoi ça sert d'avoir ces règles? Bon, aujourd'hui, là, nous devons savoir, nous sommes dans un système communautaire. Le Congo, aujourd'hui, est membre non seulement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique, droit des affaires qu'on appelle le droit OHADA. Qu'il s'agisse de la CEMAC de l'OHADA, on impose aujourd'hui aux États de ne pas intervenir directement dans l'économie, mais de se réserver à son rôle de régulateur. Donc, à compter du droit OHADA, par exemple, je prends également du règlement de la CEMAC du 1er juin 1994 sur la réglementation de la concurrence, tout comme le règlement du 18 août 1999 aussi sur les aides publiques et autres. Tous ces deux règlements-là interdisent à l'État de ne pas intervenir directement dans l'économie. Ça veut dire que l'État, c'est une puissance publique. L'État ne peut pas être à la fois régulateur et entrepreneur. En réalité, être juge et parti, ça ne peut pas marcher. Mais dès lors que l'État aujourd'hui décide d'intervenir directement dans l'économie, il faut savoir que l'État perd ses privilèges et immunités. Dans le cas d'espèces-là, les biens de ces entreprises peuvent être saisis. Dans le cas d'espèces-là, l'État doit respecter les règles de la concurrence au même titre que les entreprises privées. En conséquence, donc, c'est soumettre à la loi. Il se soumettre à la loi. Il est placé au même pied d'égalité, tout traité d'égal à égal avec les entreprises privées, parce que là, il n'est plus considéré comme puissance publique, parce que lui-même, il est sorti de son champ d'action naturel pour devenir entrepreneur. Donc voilà, donc par rapport à cette question de concurrence-là, il faut savoir que l'État ne doit pas tout libéraliser. Il y a des secteurs que l'État pense qu'il n'a pas assez de moyens. Prenons par exemple le secteur des télécommunications, par exemple. Aujourd'hui, là, il est plus mieux à un Congolais, même dans sa ruelle, il y a des shops Momo. Il peut faire un réabonnement plus rapidement. Mais quand on prenait le secteur de la téléphonie fixe, par exemple, de Congo Télécom, pour faire l'abonnement ou le réabonnement, il faut aller en ville. C'est pour dire que plus il y a la concurrence a un double, même, je peux dire même un triple avantage. Le premier avantage de la concurrence, c'est que la concurrence permet d'améliorer la qualité des produits. À réduire les prix. À réduire les prix. Et également, comme c'est le cas, ça rend beaucoup plus accessible. Mais que les secteurs que l'État lui-même en exerce, mais dont la satisfaction peine toujours. C'est le cas de l'eau, de l'électricité. Comme il y a qu'un seul opérateur économique, on n'avance pas. Les organes de régulation, c'est ce que nous avons comme question aujourd'hui. Même chez nous, on a un organe de régulation. Dans les entreprises publiques, vous avez un organe de régulation. Aujourd'hui, la question elle est importante puisque on a les entreprises publiques qui ne performent pas comme il faut. On a un budget aujourd'hui qui est en déficit. On a des impôts qui sortent de partout, des propositions d'imposition qui sont importantes. Comprendre de l'intérêt de ces organes de régulation pour peut-être nous aider à avoir une économie encore beaucoup plus régulée. Et comment réguler cette économie aujourd'hui qui souffre de plusieurs... oui, il est vrai que l'économie congolaise souffre, mais le plus grand problème, c'est d'abord les acteurs. On dit souvent que les institutions ne représentent que ce que sont les hommes qui sont chargés de les mettre en œuvre. D'où il faut respecter les règles de transparence, les règles d'éthique. Nous avons aujourd'hui un ministère du contrôle d'État, de la lutte contre les antivaleurs et sans oublier la haute autorité. Je pense qu'il faut beaucoup plus insister. L'un aussi de ces problèmes des organes de régulation-là, il faudrait qu'ils fassent bien leur travail. Vous remarquerez que la concurrence dans le domaine des postes et des communications électroniques, oui, c'est un secteur aujourd'hui qui est pourvoyeur d'emploi, dont la concurrence est vraiment saine et efficace. Mais dans d'autres, par exemple, ça peine toujours parce que, surtout quand on prenait par exemple le secteur dont vous parlez de la communication comme chez vous aujourd'hui là, vous remarquerez que les organes de régulation ont toujours tendance à privilégier Télé Congo, Radio Congo que d'autres organes de presse. Donc, ce sont ces pratiques-là que normalement il faut chercher à éradiquer. Pourquoi? Parce que... Oui, la preuve. Qu'est-ce qui prouve qu'on privilégie c'est peut-être une lecture, hein. C'est votre lecture. Donc, en réalité, dans des pays les plus ancrés dans la démocratie, il serait mieux de favoriser les entreprises privées que l'État lui-même. Parce qu'une fois qu'une entreprise est créée, l'entreprise va toujours apporter la richesse pour l'État. Vous remarquerez que dans le projet de budget de la loi de finances de 2025, il est prévu dans les recettes du portefeuille public, ça fait à peine 30 milliards pour le portefeuille. C'est très marginal. Alors que
le secteur public ou le portefeuille public, il faut aussi contribuer pour remédier aux problèmes dont nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment avec la crise économique. Donc, c'est toutes ces questions-là que vous cherchez à régler. Mais pour le faire, il faudrait que nous ayons des hommes compétents, de qualité, qui ont beaucoup plus un esprit patriotique, avec le sens du service public. Donc, merci beaucoup, docteur Jordelin Atipo Oko, droit public économique congolais, qui est une terre inconnue, c'est ce que je suis en train de lire ici. Aucune étude approfondie ne lui a été jusqu'à ce jour consacrée. Alors, un mot sur la situation nationale. Nous sommes conscients de cette période difficile que nous sommes en train de traverser. C'est un secret de polichinelle, comme on dit. Mot sur cette situation, faillite des entreprises publiques, budget et taxes, des nouveaux défis, retard de salaire. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, docteur? Ah oui, il est vrai. Le problème aujourd'hui n'est pas seulement le propre du Congo. Vous remarquez qu'en France, il y a des problèmes de trésorerie également, qui sont dus également aux facteurs externes, notamment la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient et autres, mais également aux facteurs internes qui nous sont propres, notamment. Il faudra arriver aujourd'hui là à régler le problème de la digitalisation des régies financières. Tant que l'impôt est toujours payé à la main. C'est proposé dans le budget 2025. Exactement, c'est proposé, mais cette proposition n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait près de 10 ans, pas de la digitalisation, l'interconnexion des régies financières, mais on n'arrive toujours pas. Je pense que cette fois-ci, les mesures seront prises de façon drastique à ce que ce problème... On doit digitaliser les régies financières pour que les taxes, les impôts et autres soient payés... Exactement, parce que cela va limiter en réalité les pertes financières dans le terre toujours ou les fuites. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup. Peut-être en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Madame Samoa, de vous remercier. Je pense que aujourd'hui, je suis enseignant à Marie-Ngouabe, mais le travail de tout un chercheur aussi, c'est de chercher à régler les problèmes dont sa société est confrontée. Je pense que à travers cet ouvrage-là, je contribue modestement ou humblement aux problèmes dont le Congo aujourd'hui est confronté, d'où j'invite les chercheurs à lire cet ouvrage-là. Peut-être un espace beaucoup plus large pour décortiquer de fond en comble. J'espère que c'est pas très cher. 22 €. À 22 €, ça fait quelque chose de 15 000. Yeah. 15 000. Mais madame, je pense que mon exemplaire, je pourrais vous faire un don. C'est gentil. C'est gentil. Permettez-moi de vous ramener un tout petit peu à l'arrière. C'est vrai qu'on est en train de conclure. Vous avez dit tout à l'heure, pour pouvoir faire face à la situation nationale, la situation économique, il faudrait qu'on puisse digitaliser les régies financières. Mais est-ce que c'est la seule solution à proposer? Peut-être pas la seule, mais aussi il faut nommer la personne qui vaut à la place qu'il faut. Et là, également, il faut sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles d'éthique et déontologiques. Parce que le problème du Congo, il y a parfois des cas de détournement signalés, mais vous verrez que ça peine toujours à se réaliser. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, tout ce qu'on ferait serait toujours à volo. Du coup, il faut sanctionner les contrevenants qui sont derrière les pratiques de corruption et autres, les pratiques de détournement. Je pense que c'est très important, très efficace si on peut joindre ces trois éléments-là pour remédier à la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce matin, nous étions à l'école de l'économie avec notre invité spécial, Dr Jordelin Atipo Oko. Il est actuellement directeur général de l'Office de promotion de l'industrie touristique. Je vous imaginais au ministère de l'économie et du plomb. Mais bon, qu'à cela ne tienne, vous êtes un cadre de la République, donc vous servez la République à tous les niveaux. Merci d'avoir été avec nous. Le livre est trouvable, ici à Brazzaville. Tout à fait. Où ça? Pour aujourd'hui, c'est auprès de l'éditeur. Ce sont les éditions Okira. Et puis, ils peuvent vous contacter directement aussi. Hein. Là, nous sommes en train de chercher à conclure un marché avec FNAC au niveau du Grand Casino. Parfait. Comme ça qu'il soit accessible de l'autre côté également. Parfait. Il a été préfacé par Abdoulaye Soma. Ah oui, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Super. Merci en tout cas. Très belle journée à vous et passez un agréable.